Bonjour à tous, ici Radio Fenouillet. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'arrestation de Simone Veil. Aujourd'hui, nous parlerons du retour de Simone Veil. Simone est rapatriée. Si nous n'avons pas parlé, c'est parce qu'on n'a pas voulu nous entendre, pas voulu nous écouter. Parce que ce qui est insupportable, c'est de parler et de ne pas être entendu. C'est insupportable et c'est arrivé tellement souvent à nous tous que quand nous commençons à évoquer, il y a immédiatement l'interruption. Parce que nous gênons, profondément nous gênons. Rapatriée de Bergen-Belsen avec sa sœur Milou, gravement atteinte par le typhus. Simone Veil est examinée à la gare de Valenciennes. Elle aussi a contracté le typhus et son état général est jugé mauvais. Dès son retour en France, Simone Veil a souhaité raconter son expérience à ceux qui l'entouraient d'abord, puis au reste du monde. Car, contrairement à ce qu'on a dit, les déportés juifs ont voulu parler, mais on n'a pas voulu les écouter. Seuls les déportés de la résistance, fêtés comme des héros parce qu'ils avaient défendu la France, ont été entendus. Denise suggère à Simone de partir en convalescence en Suisse. Simone Jacob arrive le 17 août 1945 pour séjourner au bord du lac Léman. Elle en garde un mauvais souvenir car elle y ressent l'incompréhension absolue et la souffrance des déportés juifs. Pour d'autres, c'est un havre de paix. Cette différence entre les résistants et les déportés juifs a été une réelle souffrance pour Simone Veil. Les études. J'avais à la fois une boulimie d'études et besoin de m'occuper. L'injonction de ma mère résonnait encore à mes oreilles. Il faut étudier pour exercer une vraie profession. Seule note gaie de ce retour si douloureux, Simone apprend qu'elle a été reçue au baccalauréat, passé la veille de son arrestation. Elle court s'inscrire en fac de droit et à Sciences Po. Elle se souvient de ce que sa mère répétait à ses filles. Il faut pouvoir être indépendante, il faut faire des études qui vous donnent un vrai métier. Elle l'écoutera. Simone est une étudiante modèle, silencieuse, discrète, qui ne se mêle pas aux autres. En février 1946, elle se laisse convaincre par un ami de partir faire du ski à Grenoble. C'est à ce moment-là qu'elle tombe amoureuse du jeune et brillant Antoine Veil, étudiant comme elle à Sciences Po, qui s'est battu pour la libération de la France. Antoine Veil et Simone Jacob se marient le 26 octobre 1946 à la mairie du 17e arrondissement, quartier où Simone est hébergée avec ses deux sœurs chez leur tante maternelle, Suzanne Wiseman. Simone se sent instantanément bien avec sa belle famille qui lui rappelle la sienne, des industriels lorrains, juifs, laïcs, profondément patriotes, cultivés, qui l'accueillent à bras ouverts. L'engagement. Sans doute à cause de ce que j'avais subi en déportation, j'ai toujours développé une sensibilité extrême à tout ce qui est dans les rapports humains, qui génèrent humiliation et abaissement de l'autre. Détestant la promiscuité physique autant que l'aliénation morale, je ne pouvais que me considérer comme une sorte de militant des prisons. Simone Veil annonce à son mari son intention de s'inscrire au barreau. Il s'y oppose. Déterminée à travailler coûte que coûte, elle se tourne alors vers la magistrature qui, aux yeux de son mari, semble plus convenable pour une jeune femme. En 1954, Simone Veil réussit le concours de la magistrature et elle est affectée à la direction de l'administration pénitentiaire pour inspecter les conditions de vie alors déplorables des détenus. Elle demande à ce qu'un camion radiologique passe dans tous les centres pour dépister les maladies et crée également des centres médico-psychologiques au sein des maisons d'arrêt. Autre dossier, celui du sort des prisonniers en Algérie. Elle se préoccupe particulièrement du sort des femmes algériennes détenues et obtient qu'elles soient regroupées dans le même centre pénitentiaire et qu'elles bénéficient de cours. Puis, elle travaille sur la modernisation du droit de la femme en faveur du droit des femmes et sur la réforme de l'adoption. Enfin, elle est la première femme nommée secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature en 1970, avant son entrée au gouvernement en 1974. Ministre de la Santé. En 1974, je suis entrée au gouvernement uniquement parce que j'étais une femme. Valéry Giscard d'Estaing s'est engagée en tant que candidate à la présidence de la République à faire participer des femmes au gouvernement.
Première femme ministre de la Santé du premier gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Simone Veil est inconnue du grand public. Jusqu'à présent, elle n'a fait que très peu de politique. C'est sur les conseils de Jacques Chirac, Premier ministre, que cette femme, toujours élégante, aux yeux bleus perçants et aux cheveux invariablement noués en chignon, devient ministre de la Santé. Elle est la seule femme ministre. Son action consiste à affirmer le droit des femmes et à renforcer la politique familiale. Elle a créé l'allocation du parent isolé en 1976 et instaure le versement du complément familial à partir du 3e enfant à toutes les mères, actives ou non. On lui doit aussi la charte du malade hospitalisé. Entre 1974 et 1979, la prévention contre le tabagisme et l'alcoolisme constitue un axe très important de son action au ministère. Elle lance en 1975 la campagne de prévention contre le tabagisme. Dès lors, la ministre ne fume plus en public. La loi Veil. Je savais que les attaques seraient vives, car le sujet heurtait des convictions philosophiques et religieuses sincères. Mais je n'imaginais pas la haine que j'allais susciter. Et pour finir, nous avons interviewé Madame le maire, professeure de sciences de la vie et de la terre, sur la loi Veil en faveur de l'avortement. Bonjour Madame le maire, professeure de sciences de la vie et de la terre. La web radio fait un article concernant Simone Veil. Seriez-vous d'accord pour que je vous pose quelques questions concernant l'avortement, la loi mise en place par Simone Veil? Pourquoi l'avortement est-il si important aux yeux des femmes? Alors, je ne dirais pas que c'est l'avortement qui est important aux yeux des femmes, mais surtout le fait qu'il y ait la possibilité que ça soit autorisé par la loi. Donc, en fait, la législation qui concerne cet avortement. Donc, il faut savoir que l'avortement, c'est quelque chose de difficile. Une femme a un embryon, un fœtus qui va se développer dans son utérus. Et là, pour des raisons qui lui sont propres, elle va faire ce choix d'arrêter le développement de cet embryon ou de ce fœtus. Ce n'est pas un choix qui est facile. Avant 1975, l'avortement était interdit. C'est-à-dire que les personnes qui, pour une situation d'urgence, faisaient le choix d'avorter, le faisaient dans la clandestinité. Le fait d'être caché, d'être dans la clandestinité, faisait que les conditions d'hygiène dans lesquelles des opérations qui sont délicates se passaient ne donnaient pas les meilleures chances à la femme d'être en bonne santé. C'est-à-dire, par exemple, on considère qu'avant 1975, il y avait une femme qui mourait chaque jour des suites d'un avortement. Et certaines, après, devenaient stériles, c'est-à-dire elles n'avaient plus la possibilité d'être à nouveau enceintes. Donc le fait que ça soit légal, ça permet aux femmes de le faire dans des bonnes conditions, dans des hôpitaux, et ainsi de limiter le nombre de morts aussi. Merci. La loi de l'avortement a été mise en place en janvier 1975. Pour vous, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Alors comme j'ai indiqué, la légalisation de l'avortement permet de suivre les patientes et de réunir des conditions d'hygiène correctes. Donc oui, c'est une bonne chose. Le fait que ça soit en 1975, c'est peut-être tard, mais c'est déjà très bien. Voilà, c'est très bien, ça a le mérite d'exister, c'est très bien. Je trouve que c'est une bonne chose. Que représente Simone Veil pour vous? Alors, Simone Veil est une femme qui, malgré les drames qu'elle a connus dans sa vie, a fait de très brillantes études. Elle a réussi à avoir une place en politique et à porter des revendications de certains collectifs qui demandaient une légalisation de l'avortement. Elle est arrivée au bout, elle s'est battue pour que cette loi soit adoptée, elle a été adoptée. En quoi l'accès à l'avortement a été révolutionnaire? Alors, je ne dirais pas que l'accès à l'avortement est révolutionnaire. Je dirais que c'est ça, l'égalité. Et je reviens quand même, l'avortement, c'est une chose qui est difficile. Donc, difficile de parler aussi de quelque chose de révolutionnaire. C'est le fait que ça soit autorisé.
Au Parlement, la majorité des personnes étaient des hommes. Pensez-vous que cela était-il juste? Le fait qu'il y ait une majorité d'hommes, ce n'est pas alors une histoire de justice. Peut-être que les personnes se sont senties moins concernées par cette loi, mais qui finalement a pu être adoptée. Il faudrait peut-être maintenant s'interroger sur une meilleure répartition des sexes au sein du Parlement. Mais bon, ça c'est un autre sujet qui va dépasser la SVT. En tant que professeur de SVT, est-ce que l'avortement est un sujet difficile à aborder avec les élèves? Parler d'avortement, ce n'est ni difficile ni facile. C'est par contre quelque chose de très important. Donc je travaille en collège. En collège, j'ai des élèves de 4e, de 3e qui pourraient être confrontés à des situations d'urgence et où l'avortement serait la seule solution pour eux. Donc il faut savoir qu'en 2021, il y a 5 femmes sur 1000 qui se trouvent entre 15 et 17 ans qui ont avorté. Donc mes élèves peuvent être concernés. Le terme avortement ne se trouve pas dans les programmes de SVT. Par contre, nous, on va travailler sur les méthodes de contraception. Donc, contraception qui vont permettre à chaque individu de choisir le moment d'avoir un enfant. Et si on arrive à choisir ce moment, à maîtriser la reproduction, à ce moment-là, on va éviter l'avortement. Donc, l'objectif, c'est que tous les élèves puissent avoir le maximum d'informations pour ne pas arriver à une situation où ils seraient obligés d'avorter. Une situation d'urgence, de détresse, et qui peut avoir des conséquences graves sur l'aspect d'un point de vue psychologique. Voilà. Donc il est essentiel, et ce n'est pas qu'une question de filles, donc il est essentiel que les garçons et les filles aient toutes les informations pour bien connaître les moyens de contraception. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et voilà, notre 3e épisode sur Simone Veil touche à sa fin. À bientôt.